On est de retour, petit épisode en pleine canicule. J'ai aussi chaud que Corentin Tolisso quand il y a un pressing haut dans la surface. Mais nous voilà, Poto Carré fait peau neuf pour cette nouvelle année. Enfin, peau neuf, faut le dire très vite, hein, autant de changements que dans le scoot débridé de ton petit cousin Teddy, fan de tuning. Je vous en dis plus tout à l'heure. Il est passé vite cet été finalement. Peut-être parce qu'il a plu la moitié du temps et que c'était l'enfer, chez Greta Thunberg. Normalement, un été impair sans compète internationale, c'est l'enfer. On est obligé de parler avec sa famille, visiter des musées, aller à la plage comme si rien branler en slip toute la journée était une activité qu'on pouvait faire que 3 semaines par an. Peut-être parce qu'on a grandi aussi. On est moins jeune, moins boulimique, on s'extasie moins sur la fenêtre de transfert, scrutant chaque info comme un mort de faim. On a appris à pas se ruer sur le moindre bonbon qui traîne. Enfin, quand je dis on, cela n'inclut évidemment pas Val. Peut-être aussi parce qu'on a vu la moitié des joueurs partir en Arabie Saoudite. J'entends déjà des haters dire ah, gna gna gna, tu critiques l'Arabie Saoudite, mais pourquoi pas les USA ou les autres championnats exotiques. Alors de 1, les USA ça m'emmerde pareil. De 2, il me semble pas qu'on ait déjà vu une vingtaine de joueurs majeurs partir pour un championnat qu'on ne regardera jamais. Parce que oui, personne ne regardera jamais ce championnat. Si ce n'est peut-être le Al Ittihad Al Nasser qui s'apparente plus à un All-Star Game de l'EHPAD qu'autre chose. Et encore, ça me fait simplement de la peine de ne voir plus certains de ces joueurs tous les week-ends. Et c'est vachement plus chiant aussi de faire ces mercatos sur MPG. Et j'avoue que je suis un peu vexé de ne pas avoir reçu d'offre d'Arabie Saoudite, quoique le mercato est encore ouvert, j'attends patiemment. Peut-être aussi car j'étais dans le déni. Le mercato du Stade Rennais étant encore tout bancal comme ma grand-mère dans un concours de patin à glace, Flo Maurice fait partir nos joueurs frissons, le petit Modric et le prodige belge en porcelaine. Il a encore recruté 28 milieux pour jouer avec 5 défenseurs pour 4 postes. Voilà, plus qu'à se toucher sur le capitanat de Bourriche, quoi. Un été rapide, maussade, bref, et qui laisse un goût de trop peu. On dirait une review de mes ex concernant mes performances nuptiales, le petit Flo Maurice des nuits parisiennes qu'on m'appelle. Seul point positif en cette rentrée, le retour de Poto Carré. Le retour de ce rendez-vous tous les 15 jours pour vous parler foot, vous faire découvrir un peu mieux certains clubs, certains hommes, certaines histoires. Comme une rentrée au collège, les cours ça fait chier mais on est content de retrouver les copains. Et finalement, les copains c'est vous. On peut le dire maintenant, je crois au bout de 3 ans, c'est vous les poteaux carrés. Allez, bienvenue à tous pour ce premier épisode de la saison Poto Carré New Look, comme je vous le disais. Pas de changement de dingue, hein, on n'est pas sur de la grosse révolution, on s'est juste rendu compte que vous aimiez beaucoup qu'on s'intéresse à des clubs. Alors pour aller plus en profondeur, exit les chroniques de fin d'émission de sujets un peu différents et exotiques. Rendez-vous sur nos formats courts du mercredi pour entendre ça. Évidemment, on garde une belle place pour nos chroniqueurs qui feront chaque semaine une chronique, mais sur le gros sujet, sur l'équipe qu'on veut décortiquer. Les petits derniers changements, nous ne serons plus que 3 pour vous parler, pour fluidifier les échanges, donner plus de place à chacun. Aussi, on va solliciter plus d'experts extérieurs dans nos émissions, car on se renseigne, mais on ne peut pas tout savoir évidemment. Donc vous verrez au cours de l'émission qu'il y aura des extraits de nos échanges avec eux, afin de développer et aller plus en profondeur sur certains sujets qu'on maîtrise moins qu'eux. Enfin bref, vous allez découvrir tout ça comme il faut lors de l'émission qui va venir. Laissez-moi vous présenter avant tout les 2 larrons qui m'accompagnent pour cette première. Tout d'abord, il n'est pas trop heurté par la chute vertigineuse de son OL, pour la simple et bonne raison que dans les 347 clubs qu'il supporte, il y en a bien un qui est en tête de son championnat. Notre globetrotter revient crevé de ses vacances. Il a voulu visiter tous ces pays de cœur et d'adoption, ce qui a donné une moyenne de 6h43 sur place pour chaque pays. Très belle empreinte carbone. Comment ça va, monsieur Abadi? Mieux que mon empreinte carbone, ça c'est sûr. Non, et bah tu sais quoi, foncièrement, à chaque fois que je suis invité sur des lives, c'est après des défaites de United de Lyon. Donc je me dis que voilà, les gens aiment m'entendre souffrir, donc il y a peut-être de ça. Ouais, bah, c'est pour ça que tu suis autant de clubs, vu les 2 clubs que tu suis sur les 10 dernières années, tu as assez souffert. Et je tiens à préciser que notre ami Abadi est en contre-coup de vaccin, donc si vous sentez qu'il s'endort un moment dans l'épisode, c'est normal. Tiens, en parlant de s'endormir sans prévenir, avec lui, un habitué, la rentrée ne lui fait plus du tout peur. C'est aujourd'hui sa 132e rentrée. Le seul qui était content de la pluie cet été, il redoutait la canicule. À son âge, 1 degré de plus, c'est 1 heure d'espérance de vie en moins. Ça va, Alex? Bah non, parce que la rentrée, en fait, ça me déprime quand même. Et en plus, on se tape la canicule. Donc, autant te dire que c'est pas la joie, hein. Tu sais ce qui m'inquiète beaucoup, là, je me suis rendu compte de ça, là, parce qu'on est en visio, c'est qu'on te charrie sur ton âge depuis 3 4 ans, et je me rends compte que t'as pas trop vieilli en 3 4 ans. Donc j'ai l'impression que tu es en train de nous attendre. Parce que je vois, moi, Val, Flo, ça a pris des bons coups de pelle dans la gueule en 3 4 ans. Et toi, tu stagnes.
Bah merci du compliment. Après, j'allais dire surtout Val, mais je pense que l'OL le met à rude épreuve et ça commence à tirer. Là, il y a les rides qui apparaissent, la tension, les cheveux gras. Val, il prend 3 ans chaque week-end. On n'a pas parlé des kilos qu'il prend. Bon, allez, les gars, on va rendre visite cette fois à un club qui joue en rouge et noir et qui a une image d'éternel loser. Malheureusement, ce n'est toujours pas un épisode sur le Stade Rennais. C'est même pas en France, direction l'Allemagne. Bayer Leverkusen ou Neverkusen, comme ils se font souvent charrier par nos voisins outre-Rhin, à cheval entre un club historique et un club aujourd'hui pris d'assaut par les hipsters, wink wink Tom Abadi, une politique de post-formation efficace, un entraîneur sexy dans les idées à la tête de l'équipe, des résultats excitants en ce début de saison, la recette parfaite finalement pour un bon épisode de Poteau Carré. Avant toute chose, ça ne change pas dans la nouvelle version. Petit contexte historique de ce qu'est Leverkusen. Tom, tu nous racontes un peu ? Alors, pour une fois, on va parler même carrément de la ville, la création de la ville. J'ai plus de chronique en fin d'émission, donc je vais en faire en début. Donc, faut imaginer que la petite ville de Leverkusen n'existait pas au tout début. C'était dans la banlieue de Cologne. Ça n'existait pas sous cette forme actuelle. C'est d'abord une petite ville qui s'appelait Weinsdorf, sur le bord du Rhin. Et elle change quand une usine de teinture vient s'implanter dans la ville en 1860. Et à la tête de l'usine, il y a Karl Leverkus. Bon, ça vous donne un petit nom là-dessus. Il renomme la ville Leverkusen. Bon, lui, il dit que c'est plutôt en référence à sa ville natale de Lennep, mais bon, on a vu le blaze, on a compris d'où ça venait. En 1891, l'usine est reprise par le groupe Bayer, dont on va beaucoup parler aujourd'hui, spécialisé à l'époque en tout cas, plutôt sur la teinture, et déménagera carrément ses locaux en 1912 dans la ville. Alors à la base, le club de Leverkusen, c'est un club de gymnastique. Voilà, c'est formé par les ouvriers du club. Ils voulaient pouvoir s'exercer en dehors de juste l'usine. Et les 3 clubs de la ville locale ne faisaient pas partie de l'association nationale de gymnastique. Donc ils voulu créer quelque chose. Et Alex, je pense que tu as la petite anecdote sur comment ils ont voulu créer ça. Non, c'est même pas ça. C'est pour ajouter à ton propos, il faut comprendre du coup qu'on est dans un schéma vraiment à l'ancienne de la grosse usine qui fait manger tout le monde et qui entretient tout le monde. Et je sais que tu vas le développer après, Tom. Mais du coup, on a à l'époque, pour la création du club de gymnastique, on a 170 employés qu'on fait carrément une lettre aux dirigeants en disant ce serait cool de créer un club sportif. Et puis à l'occasion, si vous pouvez nous soutenir financièrement et logistiquement, ça nous aiderait à développer tout ça. Et juste, Tom, je te rends la main sur effectivement la création du club de foot. La gymnastique marche pas trop. Enfin, en tout cas, ça attire pas les foules. Et très vite, je crois qu'on est dans les années 1907. C'est là que va naître le secteur, la section football. Alors, c'est bien de rappeler que c'est une autre époque avec une usine-ville qui fait bouffer tout le monde, que nos auditeurs qui font un five toutes les 2 semaines avec Gérard Delaconta ne s'excitent pas. Ouais, t'en parlais justement de l'attrait assez minimal de la gymnastique. C'est quand même marrant parce que c'est monsieur Hulschild surtout, et à côté de lui monsieur Kuhlmann, qui a rendu la gym cool. Elle était pas très cool, sa gym. C'était trop militaire, les gens ils voulaient pas y aller. Donc les jeunes, ils ont dit on veut faire un club de foot. La seule obligation, c'est qu'ils allaient quand même à la gym la semaine. Bon, finalement, ils pouvaient pas s'en tirer. Le cours de PS, ça suit tout le monde. Le club bouge beaucoup de stades, justement après la création de cette section de football en 1907. Jusqu'à la fin de la guerre, ils n'arrivent pas à vraiment s'implanter. Je parlais, c'est une ville industrielle qui, en fait, n'a juste des ouvriers, et les gens ne veulent pas forcément créer de stades et de lieux culturels. Il n'y a que le resto, justement, où ils ont créé le club, mais autrement, c'est pas folichon, la nightlife à Leverkusen. Ah ouais, c'est clair. Autant te dire, Jules, que tu passes pas tes vacances là-bas. Hein. On parle... J'avais trouvé un article du Figaro qui décrit la ville. Tu te dis, là, je sens que je vais passer les meilleures soirées de ma life. Autant aller à Cologne, en fait, finalement. Ouais, finalement, c'est un peu leur Nancy à eux, quoi. Ah non, mais c'est pire que ça, parce qu'on parle de 160 000 habitants. La ville a été créée de toutes pièces par le groupe Bayer.
Et en fait, comme le disait très justement Tom, le fun a pas trop sa place, quoi. C'est-à-dire tout le monde bosse à l'usine et quand tu parles pas de l'usine, bah tu parles du club. Bah, après, je veux bien croire que finalement, ville ouvrière allemande, fin 19e, on n'est pas sur de la boîte de nuit. Vas-y Tom, on te laisse reprendre, on arrête les conneries. Bah justement, là, les deux guerres, bah, ça marque forcément beaucoup l'Allemagne. Hein. Je suis sûr que nos amis nazis ont particulièrement apprécié cette époque-là. Les femmes sont évidemment participent à l'élaboration des armes, notamment à Leverkusen, qui a quand même beaucoup d'usines, soutien hospitalier pour les soldats, et les hommes sont évidemment au front. Bon, à part ce fameux match de Noël entre l'Allemagne et la France, dont personne n'a jamais vu les images, bah, ils ne jouent pas beaucoup au foot. Et le retour, bah, en 45, c'est le retour du foot. Et en 48, c'est l'un des premiers faits marquants du club. C'est le premier derby de l'histoire avec leur voisin Cologne. Et c'est une sacrée histoire. Donc, c'est mené par l'un des joueurs marquants de l'époque, Richard Job, alias King Richard. Le Bayern se hisse jusqu'à la montée en première division régionale, l'Allemagne étant encore très fédérale et loin de la Bundesliga. Ils sont champions, Cologne et Bayer Leverkusen sont champions de leurs districts respectifs. Et ils jouent du coup ce match aller-retour pour la montée en division 1 de Oberliga West, qui est bon, la grande première division régionale de l'Ouest allemand. Le match aller se joue à Cologne devant 22 000 fans, qui est quand même assez conséquent à l'époque. C'est gagné 2-0 par les locaux de Cologne, alors qu'il y a une grosse polémique quand même pendant le match qui dit que Job devrait partir à Cologne dans les semaines qui viennent. On pense un peu à Baggio et son départ de la FIO pour la Juve. Et bah, Leverkusen, ils veulent tous brûler son maillot en gros, parce qu'ils vendaient évidemment pas les maillots à l'époque, mais lui nie totalement et finalement partira quelques années plus tard au club rival. Tout ça pour ça. Et défait finalement 3 en match retour. Leverkusen Aucun lien avec ne Steve. monte un petit, non, aucun. À part le fait que c'était un grand attaquant et qu'il voulait faire de la marge sur les nouveaux marchés. C'était nul. Défaite 3 en retour, Leverkusen ne monte pas et remontera finalement en 51 quelques années plus tard. Mais on peut se dire que c'est un peu la première instance de Leverkusen. Ils ont échoué à 2 fois quand même sur la montée en première division, notamment quelques semaines plus tard, après ce match contre Cologne, où ils ont essayé de rajouter 4 équipes à la première division. Et ils ont donné des sortes de tickets en disant bah tiens, Leverkusen va essayer de monter en première div. Par contre, il faut que tu joues Schalke, il faut que tu joues un autre club. Et bah, ils ont tout perdu. Donc finalement, ils n'étaient pas destinés à monter. Donc ils ont attendu un petit peu et finalement en 51, ils sont montés en première div. Ok. Est-ce qu'on a quelque chose, on va dire, entre guillemets, de notifiable dans l'histoire de Leverkusen avant l'ère moderne, avant les années 2000? Ouais, quand même, parce que si on dit que on surnomme ce club club de losers, c'est parce qu'ils n'ont jamais gagné la Bundesliga en près de 100 ans d'existence, mais ils ont quand même à leur palmarès 2 trophées importants, et notamment un titre européen en 87 dans un match assez fou contre l'Espagnol Barcelone. Ouais, saison 87-88, pardon. Dans un match de dingo, puisque les finales se jouent à l'époque sur des phases aller-retour. Ils sont défaits 3-0 à l'aller, ils gagnent 3-0 au retour pour finalement s'imposer au tir au but. Donc je vous laisse imaginer le scénar et la joie des supporters. C'était une période assez dorée. Il s'ensuit quelques années plus tard, dans les années 93, une coupe d'Allemagne. Et bah c'est tout en fait. Et c'est aussi pour ça qu'on dit de ce club, et on vous en parlera tout à l'heure, que c'est un éternel loser. Bon, c'est éternel loser qui a gagné une Coupe d'Europe aux yeux de la France. Autant vous dire que ça équivaut au plus grand club français. Mais voilà, c'est le palmarès du Bayern se résume à ça. Et du coup, en dehors du palmarès, est-ce que pendant ces années-là, est-ce que c'est comme on le connaît, nous, à notre époque, on va dire un club important du championnat qui joue quand même les premiers rôles et qui se qualifie régulièrement, ou est-ce que c'est un club plutôt anonyme? Bah, c'est quand même un
Alors, c'est plus dans les années modernes, mais en fait, le fait que le Bayern ait toujours été là, ça, c'est un contexte qui est quand même assez important à préciser. On a expliqué plein de fois, dès qu'on parle des clubs allemands, de la règle du 50+1, c'est-à-dire qu'un investisseur ne peut pas être majoritaire dans le club. En fait, Bayern, comme ils sont là depuis le début, il y a 2 exceptions en Allemagne, c'est le Bayern et Wolfsburg, c'est-à-dire le groupe Bayern qui finance le club depuis sa création et Volkswagen qui finance Wolfsburg depuis sa création. Donc, le fait que le Bayern soit là depuis le début, ça a valu du coup une jalousie, et on sait très bien que la jalousie et la critique, c'est aussi la rançon de la gloire, et c'est pour ça qu'on a très vite, les supporters adverses ont ironiquement surnommé le club des pilules ou le club en plastique pour se foutre de la gueule du Bayern, mais il n'empêche qu'il y avait de l'oseille. Là on parle de top 5 budget Bundesliga facile. Donc non, dès qu'ils sont arrivés en Bundesliga, ils ont existé sur la scène allemande. Ouais, donc c'est de là que vient la fameuse expression quand ils veulent défendre le 50+1 de Plastic Club. Ça part du Bayern. Tom, tu voulais nous parler quand même un peu de la période des années 90 où là, il commence à avoir un vrai renouveau, une belle équipe du Bayern. Ah bah il y a quand même une très très belle équipe, justement on en parlait un petit peu avant, c'est qu'il y a une victoire en coupe en 93 qui est le dernier titre de Bayern à ce jour-ci. On verra s'il y a une Bundesliga en fin de saison, on verra au fil de cette émission-là s'ils peuvent le faire. Mais il y a quand même sur cette période des années 90, il y a 5 podiums, dont 3 fois à la place de dauphin, qui est quand même de là est venue l'idée de Neverkusen, et les Nearly Men, les presque hommes, qui vient un petit peu aussi de ces Hongrois de 54. Je pense contre voilà, la grande équipe magyare. Voilà, il y a un peu de toute cette idée-là et ce mythe autour de Leverkusen qui a quand même progressivement augmenté en capital sympathie, parce qu'il y avait quand même des très très beaux joueurs qui, pendant le début des années 2000, a énormément représenté la Nationalmannschaft. Il y a eu des grands joueurs comme Ballack notamment, et ensuite en fait ils sont devenus un peu un club qui permettait de faire éclore des talents. Il y en a eu plein pendant les années 2000-2010, les Vidal, les Emre Can, Heung-min Son, Kroos, Schürrle et Carvajal, mais avant eux, leurs prédécesseurs, c'était les Ballack, Lucio et Zé Roberto. Franchement, la liste est comme ça, elle est magnifique. On peut que leur admirer là-dessus. On va en parler un peu après de leur science de la post-formation, parce que c'est un truc qui vraiment qui colle le Bayern entre guillemets à la peau. On a aussi comme fait très marquant la finale de 2002 contre le Real, où je pense que tout le monde se souvient où il était lors de la reprise incroyable de Zizou. Je crois que Alex, toi, tu vas nous en parler un peu plus pendant ta chronique. Oui, n'en dis pas trop. Voilà, donc on va pas en dire trop, on va filer vite. C'est marrant parce que la manière dont t'en parlais tout à l'heure, Tom, ça me faisait penser que pour ceux qui sont peut-être plus jeunes ou qui ont moins regardé ce foot-là, finalement, dans les années 90, début 2000, le Bayern, en fait, c'était un peu le Dortmund des années 2010 par rapport au Bayern, entre guillemets. C'est que ça sortait des joueurs, c'était souvent deuxième. Le Dortmund des années 90, pour le coup, lui, était bon. Oui, bien sûr. À choisir. Ok, donc du coup, si on va très vite, finalement, dans les années 2010 qu'on connaît, il y a pas de fait majeur. Ça a sorti des beaux joueurs, ça a fait des petits parcours en C3. De temps en temps, ça a peut-être passé une tête en C1, je me souviens plus. Ça finit un peu dans les trucs, mais là, on arrive à cette période aujourd'hui où il y a un vrai engouement. On va y revenir. Je veux d'abord qu'on passe par la chronique d'Alex, qui est une des petites nouveautés de ce nouveau poteau carré, pour vous expliquer. C'est que finalement, peu importe les chroniqueurs, on va avoir 2 chroniques par émission et qui seront choisis parmi 6 chroniques régulières. Donc il y aura 6 chroniques qui seront régulières et à chaque fois, les chroniqueurs en choisiront une dans ces 6-là qui vous feront à chaque émission. Et lui, Alex, a décidé de nous faire une petite chronique un peu historique qu'on a nommée la chronique Père Castor. Et Alex, tu vas nous faire une petite chronique sur la finale de 2002 et sur le fameux Neverkusen. Vous avez éteint votre télé et senti de la honte contre le Pana. Vous ne vous êtes toujours pas remis de la remontada. Vous connaissez la ville de Kabala en Azerbaïdjan. Vous avez jubilé quand l'Astra Giurgiu a pris 19-0 et végète maintenant en Détroit roumaine. Vous avez les rêves de la plupart de ces matchs. Alors vous connaissez la loose, la vraie. Celle qui te laisse pantois devant ta télé, qui te glace le sang et qui laisse sa place à des kilos de déception. Bah, croyez-moi, vous n'avez pas vécu la saison 2001-2002 du Bayer Leverkusen et encore moins la saison qu'a vécu Ballack. On dit souvent dans cette émission que les titres ne font pas tout, que ce qui compte c'est avant tout de séduire, de proposer du spectacle et de raconter une belle histoire.
Sur ce point, il est évident que la saison 2002 est légendaire. Et comme dans toute belle histoire, il faut des bons personnages principaux. Ballack, je l'ai dit, Zé Roberto, Placente, un très jeune joueur du nom de Berbatov et Lucio par exemple. Et il faut aussi de l'engouement et de l'attente. Sur les 4 dernières saisons, le club a fini 3 fois deuxième. Le Bayern démarre donc sa saison 2001-2002 avec un sérieux visage de prétendant. Et ils assument. Sur les 14 premiers matchs, 11 victoires, 3 nuls. Petit couac à l'hiver, 5 défaites en 16 matchs, mais la machine se relance et le Bayern repart de l'avant et reprend la tête de la boulie. En Coupe d'Allemagne, le Bayern a également la belle vie. Les victoires s'enchaînent et le club se hisse en finale. L'équipe est ultra cohérente, le coach Top Möller est en maîtrise totale de son groupe et forcément, elle brille en Coupe d'Europe. Dans un groupe avec l'OL, le Barça et Fenerbahçe quand même, le Bayern sort deuxième derrière le Barça. À l'époque, pas de match à élimination directe, mais une deuxième phase de groupe avec 4 équipes. Le Bayern sort premier de son groupe avec le Deportivo La Corogne, se qualifie pour les quarts de finale face au Liverpool de s'il vous plaît Michael Owen et Steven Gerrard, qu'ils tapent 4-2 au retour, et ils enchaînent avec le Manchester United de Giggs et de Scholes pour rejoindre le Real de Zidane, Raúl, Roberto Carlos, Figo et un gamin remplaçant au coup d'envoi nommé Iker Casillas en finale. On est donc à ce moment-là à la fin du mois d'avril. À 4 journées de la fin de la boulie, le Bayern est premier avec 5 points d'avance, en finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid et en finale de la Coupe d'Allemagne contre Schalke. Alors, vous le voyez venir le surnom magique ? En championnat, tout s'écroule. Le Bayern ne parvient plus à s'imposer et se fait dépasser par Dortmund qui finira champion. En coupe, défaite 4-2 en finale qui les prive de trophées. Tous les espoirs reposent donc sur la finale de la Ligue des Champions qui se déroule à 16 jours du début de la Coupe du Monde, une Coupe du Monde qu'on n'oubliera jamais en France. 8e minute de jeu. Roberto Carlos joue intelligemment une touche longue qui lance Raúl en profondeur. 1-0 pour le Real. On se dit que c'est mal engagé quand même, mais 5 minutes plus tard, coup franc du Bayern, tête de Lucio et égalisation. Le reste, ça appartient à l'histoire. Roberto Carlos va a buscar el apoyo de Solari. Solari que tiene la pelota. Vamos Roberto, vamos Roberto. La va a poner Roberto, la pone Roberto y está Zinedine. Zinedine en gatilla, chuta. Madre mía, mi vida, mi corazón. Dios santo. Zidane, gol del Madrid en el 45, gol de Zinedine Zidane, Real Madrid 2, Leverkusen 1. 2-1, le premier génie a frappé. On pense le Real libéré, mais il n'en est rien. Au retour des vestiaires, le gardien du Real, César, se tord la cheville. Stupeur, le jeune Iker Casillas va rentrer. Le match avance, le Bayern pousse, Casillas répond et lui aussi entre dans l'histoire. Oh, quelle parade, les corners! Et bien frappé, remarquablement frappé. Remarquons, Casillas Sauvé sur la ligne par le gardien de but au pied. Mamma mia. Ou encore Iker Casillas sur sa ligne. Dégagement de Hierro. Et fin, C'est fini. le Real gagne sa 9e Coupe d'Europe des clubs champions Eh oui, et sauve sa saison, après l'année de son centenaire. Le Bayern a tout perdu. Dans cette équipe, 4 joueurs iront en finale de la Coupe du Monde avec l'Allemagne pour perdre contre le Brésil. Le surnom est né et ne quittera plus jamais le club. Leverkusen est devenu Neverkusen. Comble de l'ironie, et parce que le football n'a aucune dignité, le club ira jusqu'à breveter ce surnom pour des raisons commerciales. Quand on aime, on compte quand même. Merci Alex. Donc vous avez entendu une des 6 chroniques que vous entendrez tout au long de la saison. Cette chronique qu'on a nommée Père Castor. Quand Alex la fera, on appellera ça Grand-Père Castor. Et c'est vrai qu'en plus, ce qui est horrible, c'est qu'avec la finale de la Coupe du Monde, nous, quand on était petits, l'emblème de cette loose, c'était Ballack, qui était un joueur magnifique. Mais du coup, ça lui collait à la peau, cette image-là. Et puis après, je crois qu'il gagne jamais la finale de la Ligue des Champions parce qu'avec Chelsea, il perd Oui. au tir au but. Enfin, c'est vraiment le joueur loser. Bah ça, Nous, plus, le Ballack qu'on plus a connu, 2009. c'était... Ouais.
Mais le Ballack qu'on a connu, qui était un joueur exceptionnel, reste connoté pour nous plus gros loser all-time, quoi. Ouais, c'est un peu dur. Mais les romantiques s'en souviendront, comme disent les Anglais, la rue ne l'oubliera pas. On refait un saut dans le temps, du coup, on va passer vite sur les années 2010, c'est pas forcément ce qui nous intéresse. On peut quand même peut-être revenir sur les les 1 ou 2 saisons avant qu'Alonso arrive pour qu'on comprenne dans quel contexte le Bayern nomme finalement un coach assez inexpérimenté à la tête de cette équipe, Tom? Ouais, justement, quand même dans ces années 2010, il y a une deuxième place juste derrière le Dortmund de Klopp, je vais y arriver. C'est la dernière fois où ils se sont vraiment rapprochés de ce titre-là. Autrement, depuis que le Bayern marche sur le championnat depuis maintenant 11 ans, ils ne se sont pas vraiment rapprochés de ça. Mais c'est un club régulier au moins en Europe, si ce n'est surtout en Ligue des Champions. Des très beaux joueurs, des Balarabi et compagnie. Il y a eu des beaux coachs. Il y a eu des sacrés coachs aussi. Rudy Voller, il a fait un peu l'intérim un peu partout. Et parfois, il faisait 3 semaines par-ci, 3 semaines par-là. On ne sait pas trop pourquoi. Il était là. Mais après, les très bons coachs, ça parlait de Top Moller aussi. Jupp Heynckes, c'est celui qui s'est vraiment rapproché du sommet. Et après, on a eu le passage chaotique de bon cher Peter Bosz, qui a fait un peu du total football à la néerlandaise, où valait mieux marquer 4 buts que concéder 3. Il faisait les deux. On savait jamais comment ils arrivaient à flinguer leur match tout seuls, mais c'était les grandes années Jean-Charles Sabatier, où vraiment d'un match ils pouvaient en prendre 4 dans 10 minutes. C'était du grand Peter Bosz. Ça s'est un peu mal fini comme à Dortmund et comme à Lyon. Finalement, le dernier coach avant Xabi Alonso, c'était le Suisse Seoane, que moi j'appréciais particulièrement. Il fait une très bonne saison avant d'être viré. Et même moins de 2 mois ont suffi pour se faire virer. Et on arrive aujourd'hui à Xabi Alonso et cette équipe de Leverkusen qui fait partie du paysage des clubs allemands qui souvent plutôt tout en haut et qui fait toujours plaisir à voir jouer, mais qui n'a pas toujours eu l'effectif pour pouvoir développer pleinement ses idées. Vas-y Alex. Ouais, juste que c'est important ce que dit Tom sur le style de jeu qu'on développera évidemment tout à l'heure avec Xabi Alonso, mais ça fait partie d'une des exigences du groupe Bayer, c'est d'être séduisant, de prôner la verticalité, de travailler avec les jeunes. Et donc si le club est resté, parce que bon, on peut se foutre de leur gueule autant qu'on veut, quand t'as le Bayern au-dessus de toi, c'est quand même compliqué de performer. Mais si le club est resté à ce niveau-là pendant plusieurs années et a failli décrocher enfin sa première Bundesliga, c'est aussi et surtout parce que c'est bien structuré derrière et qu'il y a des vraies exigences sur le foot qui doit être développé et prôné par les coachs. C'est ce que j'allais dire, parce qu'on rigole sur le Leverkusen, etc., etc. Ça reste un club où quand on suit un peu le foot, chaque année, on trouve que l'effectif est assez sexy. Chaque année, on se dit que ça va jouer quand même les places européennes en Bundes. Et ça, c'est lié à la structure du club et au bon boulot qu'il fait. Est-ce qu'on peut s'attarder, les gars, sur un ou deux mecs qui font partie de cette structure, que ce soit peut-être le président, le directeur sportif, le board, comment ça bosse, qui bosse au Bayern avant qu'on attaque le gros chapitre chez Alonso? Ouais, Jules, sur le président, donc il s'appelle Fernando Caro. Il a été nommé il y a pas si longtemps. Alors c'est évidemment le groupe Bayer qui choisit l'homme qui sera mis à la tête du club. On n'avait pas trop d'infos sur lui. Ce qu'on sait, c'est que c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, une grosse force de persuasion. Il sait motiver, il sait fédérer autour de lui, et il a évidemment un passé de directeur de grande entreprise. Donc voilà, c'était vraiment l'idée, c'était d'apporter son leadership et de donner ses compétences au club. Et par contre, quelqu'un qu'on connaît un peu mieux, c'est le directeur sportif. C'est Simon Rolf, qui lui est arrivé en 2018. Et en fait, comme tu le disais, Jules, on change un peu la musique dans Poteau Carré. Du coup, ce qu'on a fait cette fois, c'est qu'on est allé poser des petites questions aux gens qui connaissent au mieux le sujet. Et moi, je suis allé rencontrer Samuel. On vous filera évidemment toutes les coordonnées de sa page Twitter, mais il a fait un thread hyper sympa sur le Bayer Leverkusen, sur les hommes forts qui sont en place. Et il va nous parler de Simon Rolf, et vous allez voir, c'est très intéressant. Déjà, Simon Rolf, c'est un ancien joueur de football qui a joué à Leverkusen, qui était numéro 6, donc qui connaît bien la maison, et qui, juste après sa carrière, quelques mois après, s'est lancé dans son
s'est relancé dans son club, Leverkusen, en tant que directeur du centre de formation. Donc, il a eu un rôle très important directement. Les dirigeants lui ont fait confiance. Il a su convaincre le board qu'il pouvait apporter au club. Et c'est très intéressant qu'il ait commencé par ce poste-là, parce que ça va vite marquer le board de Leverkusen, mais également les observateurs. C'est son attrait, son attirance pour les jeunes joueurs à fort potentiel. Donc, il commence directeur du centre de formation, puis il va être nommé très vite directeur sportif du club, puis directeur des sports. Donc, il a vraiment une évolution qui est assez linéaire. Aujourd'hui, et c'est ça qui fait la force de ce type de club, c'est qu'elles ont un processus de recrutement très très bien structuré, assez bien organisé. C'est-à-dire que si demain un joueur ressort de bonnes statistiques, mais n'a pas les qualités humaines ou mentales requises pour évoluer au top niveau et se développer, parce que en fait, si on mise sur un jeune joueur, on mise aussi sur son développement, sur le produit, comment le polir et qu'est-ce qu'il va donner dans les années à suivre, parce que c'est un investissement, surtout parce qu'il y a un énorme personnel dans l'accompagnement des joueurs chez les jeunes. Donc vraiment, voilà, si on recrute ce joueur, c'est qu'on est quasi sûr, entre guillemets, qu'on pourra en tout cas tirer le maximum du potentiel qu'on a vu et qu'on a observé chez le joueur. Donc comme le disait Samuel, et on le remercie encore pour sa participation et toutes les infos qu'il nous a données, c'est un manager qui est très loin de l'usine à gaz qu'on connaît, du style Luis Campos et autres directeurs sportifs qui ont une armée mexicaine de scouts partout sur la planète. Lui, il est sur un staff assez restreint où en fait tout le monde communique énormément. Et on sait que parfois le rôle de scout il peut être un peu ingrat parce qu'on peut être envoyé à l'autre bout du monde, on n'a pas forcément d'échange avec le club, à tout moment on dit alors t'as quoi sous la main, bah là j'ai ça, bah j'en veux pas, enfin c'est pas la vie rêvée, il y a pas mal d'émissions qu'on vous conseille aussi, qu'on vous conseillera là-dessus, et là vraiment tout le monde a son mot à dire, tout le monde participe au processus de décision, ce qui fait que il y a un vrai suivi déjà des joueurs qui vont être recrutés, et puis en amont il y a une vraie responsabilité qui est partagée par tous les preneurs de décision, quoi. Ce qui fait que l'ambiance du club, elle est quand même assez saine, et il n'y a pas ce côté où on essaye de se tirer dans les pattes, où quelqu'un essaye de prendre le taf de l'autre en mettant son réseau en avant, quoi. C'est vrai que ça démontre bien, pour ceux qui connaissent pas forcément, que de manière générale, quand même, en Bundes, dans les clubs, ça bosse quand même pas trop mal, c'est quand même assez structuré, ça change un peu des petits cirques qu'on peut voir dans le championnat de France. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le board ou sur le directeur sportif, Tom, ou je pense qu'entre le témoignage de Samuel et d'Alex, on est pas mal? Non, la structure en tout cas, ça a l'air plutôt sain et qui, comme beaucoup de clubs allemands, a fait revenir des anciens. Je parlais de Rudi Völler tout à l'heure, mais il y a eu d'autres. Kissling a fait partie de l'équipe au moins marketing, mais également sur le sportif aussi. Kissling C'était un très bon attaquant. Un très bon attaquant qui a marqué le but fantôme, si vous l'avez jamais vu. Ouais, c'est voilà, justement. Le fameux but fantôme. Voilà, on sent qu'on commence à vieillir. Ça fait bientôt 10 ans, ce but fantôme. Voilà, c'est la grande Bundesliga, ça. Non, mais voilà, c'est comme le Bayern et d'autres clubs allemands. Ils font revenir toujours les anciens, mais c'est des anciens qui sont compétents. Et c'est peut-être là où les clubs français peuvent s'en inspirer aussi. Donc, c'est un club très structuré. Et on va s'intéresser aussi, les gars, si on a 2-3 mots à dire, sur aussi la formation, parce que c'est que mon avis à moi, etc. Mais mine de rien, on se rend compte que les centres de formation des gros clubs allemands sont pas si performants que ça. Et le Bayern est un des clubs qui fait sortir beaucoup de jeunes de son centre de formation. Et évidemment aussi, ils sont très forts en post-formation. Mais sur la formation, ils sortent un peu du lot, je trouve, en Bundes. Ouais, justement, moi, du coup, mon interview était avec Asgard, qui est créateur de contenu et fan de Bundesliga. Il m'a parlé un petit peu de cette formation-là, mais plus généralement sur l'Allemagne. En fait, ça vient d'un plan de la DFB, qui est la fédération allemande, qui après le France 98 et l'Euro 2000 assez catastrophique, il a dit on va lancer un plan. Donc je laisse Asgard en parler. Oui, alors du coup, j'ai fait un peu des recherches là-dessus. C'est après l'Euro 2000, donc le fiasco de l'Euro 2000, où la DFB, qui est donc la Ligue allemande, a décidé de mettre en place ce qui est l'ETPP, donc le programme de promotion des talents.
Donc en gros, ce programme, il consiste à contraindre les clubs allemands à développer leur centre de formation, à collaborer avec les académies de la région et avoir un certain nombre de préparateurs et de recruteurs dans les clubs s'ils veulent rester en première division. Il y a 54 centres de performance qui ont été créés, 360 bases d'entraînement, 1300 entraîneurs qui ont été formés. Et donc, en 2018, la DFB a développé un nouveau plan de développement, qui est le plan futur, et qui consiste à créer un Clairefontaine allemand. Il se base sur... Et je crois que d'ailleurs, l'Angleterre l'a fait aussi, si je ne me trompe pas. Donc ouais, il y a une vraie volonté de développer ça. Et le problème qu'il y a en ce moment, c'est qu'il y a peu de jeunes talentueux qui sortent d'Allemagne, ou du moins qui n'ont pas un niveau international fou. Et du coup, en fait, les Allemands se sont beaucoup développé dans le recrutement de jeunes à l'international, notamment en France, qui est un réservoir de talent incroyable. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de jeunes joueurs français qui partent en Allemagne, parce qu'ils savent qu'ils vont avoir du temps de jeu. L'avantage des Allemands, c'est qu'ils sont carrés. Donc, quand ils vont voir les jeunes Français, ils arrivent avec un plan clair et net. Et ils leur disent, bah voilà, vous avez un contrat de 5 ans. Sur 5 ans, vous allez faire ça chaque saison. Et dès que vous serez bon, vous pourrez partir dans un club plus grand, soit en Première Ligue, soit en Liga, etc. Donc ouais, on a une volonté de développement. Faut pas oublier non plus que Leverkusen est un club qui est allé beaucoup recruter en Amérique du Sud. Je pense à Lucio, Zé Roberto, et on regarde aujourd'hui quand on voit les Hincapié, Palacios. Donc ouais, il y a une volonté d'aller chercher à l'étranger parce que tout simplement il y a un recrutement qui est moderne. On se base beaucoup sur la data, avec notamment l'utilisation d'AWS qui est donc je crois le logiciel de data d'Amazon, si je me trompe pas, ou du moins ça appartient à Amazon. Donc beaucoup de data, beaucoup de vidéos, et je pense que là-dessus l'Allemagne a un temps d'avance. Par exemple sur la France, s'est développée là-dessus bien avant la France, un peu en même temps que l'Angleterre. Mais en tout cas du côté de Leverkusen, on se tourne beaucoup plus vers un recrutement à l'étranger qu'un recrutement, que de sortir des joueurs du centre de formation de Leverkusen ou même d'autres clubs. Je fais juste une demi-parenthèse qui va nous ramener un petit peu en nostalgie, mais il y a 3 ans, quand 11e art n'existait pas encore et que c'était seulement Poteau Carré, on avait fait un long épisode d'1 heure sur les coachs allemands, et on avait aussi développé un gros passage sur ce plan de la fédération allemande qui prenait exemple sur la France. Si vous voulez compléter justement ce qu'a dit Asgard, mais c'était pour à peu près l'essentiel. Ouais, justement, donc en 2000, donc le Leverkusen à son échelle doit créer son centre de formation pour être en règle avec la fédération. Donc il crée à Koten. J'aurais essayé, voilà, moi et les multilingues, tu me connais, Jules. Mais ce qui est important, c'est qu'ils ont créé leur terrain et leur centre de formation juste à côté des locaux de Bayer, voilà, pour vraiment rester très relations publiques, très proche du groupe, etc. Finalement, en fait, ils ont ouvert d'autres terrains à côté de la Bayer Arena, donc en fait, ça permet aux jeunes d'être un peu entre l'équipe première et le stade. Voilà, tout est beau pour les jeunes. Voilà. Bon, en tout cas, le site du club, non seulement sur l'histoire, est très très bien, mais c'est vrai que sur la philosophie du club, etc., c'est un peu très com. Bon, ça revient à ce que disait Alex tout à l'heure sur le bien-être des jeunes, etc. Ils en soulignent bien que le staff a du coaching spécifique pour pouvoir poser les bonnes questions et faire attention que les jeunes qui sont envoyés de tout le pays puissent pleinement profiter de la vie à Leverkusen. Bon, c'est vrai que la vie active et la vie de nuit, ça ne doit pas trop les intéresser, mais en même temps, les gens arrivent à sortir à Auxerre, donc tout est possible. Voilà. À la tête de ce centre de formation, c'est Thomas Eichin, qui est un ancien pro et qui était directeur sportif du Werder Bremen, mais était aussi CEO d'un club de hockey de Cologne. Voilà, c'était le jeu drôle d'infos. Cette dernière ligne de CV note quand même un passage dans une entreprise de sport management à Munich, qui lui permet évidemment d'avoir certaines compétences pour ce poste-là. Et dernière chose que je voulais noter quand même pour ce centre de formation, déjà c'est que le club souligne qu'il laisse ouvert les essais au club à toute la ville. Donc si toi et tes 85 kilos en trop veulent faire du foot à Leverkusen, tu peux. C'est pas sûr que tu joues avec Wirtz la semaine prochaine, mais tu peux essayer. Par contre, en revanche, justement, Wirtz, c'est l'un des derniers représentants de cette génération allemande sortie par Leverkusen. On a eu Havertz avant. Malheureusement, un peu comme la sélection nationale le montre, il y a un gros trou générationnel des jeunes Allemands, et donc ça revient un peu plus à la post-formation et surtout le recrutement de jeunes Européens
pense à Frimpong, ou sud-américains, dont on parlera dans la section équipe. Voilà, donc comme le reste de clubs allemands, ils priorisent plutôt les étrangers que chez eux, mais en même temps, s'il y a personne à faire jouer, c'est un peu comme ça. On va passer vite sur la porte formation parce qu'on pourrait y passer des heures. Ils ont sorti plein de pépites, plein de joueurs. Enfin, voilà, on les connaît, hein, que ce soit comme tu racontais tout à l'heure, les Vidal, les Son. Aujourd'hui, il y a Moussa Diaby qui est parti à Aston Villa, il y a le petit Amin Adli qui est venu de Toulouse. Enfin, il y a beaucoup de jeunes. Ils aiment bien remodeler des jeunes derrière. Bon, ça n'a pas marché avec Hudson-Odoi, mais est-ce que quelqu'un y arrivera avec Hudson-Odoi un jour? Euh, et du coup, on va s'intéresser justement. Ce qui est intéressant, tu disais, Tom, que c'était beaucoup de com, etc., comme le font beaucoup les clubs allemands, mais au moins ils ont, entre guillemets, le mérite de le faire. Et ça va intéresser évidemment Xabi Alonso, parce que Xabi Alonso est un coach qui prône les jeunes, et ça s'explique notamment par son parcours de joueur et d'entraîneur, sur lequel on va revenir rapidement, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Tout le monde n'est pas de notre génération ou plus vieux. Est-ce que, Alex, tu veux revenir un peu sur le parcours de joueur de Xabi Alonso? Ouais, peut-être, enfin, juste un petit préambule et dire que juste c'était un milieu de terrain exceptionnel, qu'on peut aisément ranger dans la catégorie des Pirlo, Iniesta, Busquets, Xavi. Il a vraiment marqué son époque. C'était un joueur d'une élégance rare. Enfin, vraiment, il dégageait quelque chose sur le terrain, dans même la façon de prendre l'information. Là, je sais pas, vous avez dû voir plein de fois les vidéos de Xavi qui lève la tête 367 fois et qui avance de 1 mètre. Il y avait ce truc, et juste, je trouve que rien que la façon dont il regardait les mecs autour de lui, il avait une aura assez exceptionnelle. Une élégance d'ailleurs qu'il a complètement gardée en tant que coach. Et ces clubs, je vais dire un peu dans le désordre, mais il passe par Liverpool, il va au Real, il finit au Pour Bayern. revenir sur le pédigré du joueur, parce que c'est un peu le terme à la mode, mais on peut dire pour les plus jeunes que le terme à la mode, le QI football, on peut dire que Xabi Alonso était un surdoué en termes de QI football, hein. Sur le terrain, le bon choix était tout le temps pris, hein. D'ailleurs, j'en profite pour citer le site de Tom, La Causerie, qui donne une anecdote de Reynald Denwex, qui a écrit une lettre dans France Football à l'époque et qui justement dit lui aussi que Xabi était un mec exceptionnel, un joueur exceptionnel, et que tu comprenais et tu faisais des choses que personne n'avait vues, en fait, que personne n'avait pensé. Du coup, il a connu des coachs exceptionnels, avec Mourinho à son prime, avec Guardiola, qui était dans un laboratoire au Bayern, qui testait des choses qu'on n'avait jamais vues dans le foot moderne, avec Rafa Benitez à Liverpool, qui était un sacré coach à l'époque. On parle pas du Rafa Benitez du Real qui apprenait à Modric à faire des extérieurs du pied. Et ce qui est très intéressant, en fait, et Samuel en parle très bien, c'est comment le choix s'est porté sur Xabi Alonso, et comment le staff du Bayern a fait ce choix Xabi Alonso. Alors c'est un travail où chacun a eu son mot à dire, hein. Il y a eu également le président, Fernando Caro, qui est espagnol, qui a eu forcément son mot à dire là-dessus. Et le recrutement de Xabi Alonso en tant qu'entraîneur, il est très bien pensé, parce que au-delà de la philosophie de jeu et du beau jeu qu'on trouve aujourd'hui à Leverkusen, qui chaque semaine nous régale, c'est aussi ce côté vitrine. Ce côté, Xabi Alonso, ça a été un top player mondial, c'est une référence à son poste historique, il a fait partie de l'histoire du football. Donc, avoir comme coach Xabi Alonso, quand ta stratégie c'est d'aller recruter des jeunes joueurs à fort potentiel, qui ne cherchent qu'à se développer et attirer peut-être après les convoitises de plus grands clubs, quoi de mieux que d'aller chercher Xabi Alonso, qui a des top idées, qui a ce côté charismatique, qui n'est pas à oublier, parce que forcément pour transmettre ses idées, il faut avoir une petite poigne, un petit charisme, et le côté vraiment, je vais m'entraîner avec Xabi Alonso. Ça, c'est quelque chose qui est ultra déterminant dans le processus de recrutement de joueurs. Ça va jouer forcément. Donc c'est très très bien pensé. C'est pas aller chercher qu'un coach avec des idées. On sait que les Leverkusen, depuis des années, ça produit un jeu ultra offensif, très vertical. C'est vraiment maintenant, aujourd'hui, c'est OK, on continue le projet, on va chercher des joueurs potentiels très jeunes, mais aussi peut-être
un peu moins jeunes, plutôt 21, 22, 23 ans, qui sont presque confirmés, mais qui peuvent exploser encore dans le club, sous la houlette de Xabi Alonso. Ok, on remercie encore Samuel et Asgard parce que c'est un bon éclairage à chaque fois. Tom, tu vas nous en dire un peu plus du coup sur le parcours de coach d'Alonso avant que justement il y ait ce choix qui soit fait et qu'il soit nommé à la tête de l'équipe première du Bayern. Ouais, justement, Alex, il parlait de mon article sur Alonso que j'avais fait justement à sa nomination en septembre ou octobre l'année dernière, juste avant le mondial. Faut imaginer que Leverkusen était relégable à ce moment-là, donc il fallait un nouveau coach. En tout cas, le parcours, il est assez limité, mais en même temps, il a plein d'expériences différentes. C'est-à-dire qu'il est limité au haut niveau. Il a quand même démarré avec la Castilla du Real Madrid. Il a été champion, puis il a été relégué de troisième à deuxième division et redescendu. Il y avait déjà du très beau jeu, en tout cas, ça c'est sûr. Mais en fait, la destination qui lui plaisait le plus, c'était de revenir à ses sources. Et on n'en a pas assez parlé, je pense, mais c'est quand même sa formation dans le Pays Basque à la Sociedad. Justement, où il croise les chemins avec De Noex. Et lui, il voulait rendre à la Cantera, qui était la carrière de la Sociedad. Donc, il prend l'équipe B là-bas. Il y a plein de joueurs qui sont actuellement en équipe première de la Sociedad qui sont passés sous ses ordres. Ils disent tous de merveilleuses choses sur lui. Lui, comme les coachs de U17 qui parlent de U19 le week-end, ils sont genre nous on aimerait bien progresser, mais en même temps si tu nous voles tous nos meilleurs joueurs, on peut pas faire grand chose. C'est un peu ce qui s'est passé avec la B et l'équipe première, mais il a fait avec ce qu'il pouvait. Et en fait, à chaque fois, les amateurs de ces matchs pouvaient pleinement profiter du beau jeu qu'il pouvait présenter. On en parlera juste après du beau jeu, mais finalement, en fait, il a été sondé d'abord par Mönchengladbach un an avant. Il a refusé, il a dit qu'il fallait plus de temps pour lui et trouver un autre projet qui l'intéressait vraiment. Et finalement, il a rechoisi l'Allemagne après son passage au Bayern pour choisir Leverkusen et avoir un truc pleinement adapté à lui, justement sur les jeunes et un truc qui ressemble un peu plus à son ethos. Donc maintenant, on en arrive à Alonso qui prend en charge l'équipe du Bayern. Donc on l'a entendu un peu tout à l'heure avec Samuel du pourquoi, du comment ce choix de la part de la direction. Nous, en tant que spectateurs de foot, on s'en est un peu étonné, comme le disait Tom, parce que peu d'expérience au haut niveau. Et en fait, il faut dire que ça marche assez rapidement finalement. Ah oui, très clairement. C'est-à-dire que sur la deuxième partie de saison, ou à partir du moment où il la récupère, évidemment, la deuxième partie de saison a démarré un peu plus tôt que du mondial. Donc, en fait, la Bundesliga a repris à peu près à Noël. En fait, c'est l'une des meilleures équipes, si ce n'est la meilleure équipe sur la deuxième partie de championnat. Qui remonte complètement et qui va chercher une demi-finale de Conference League, qui va chercher une quatrième place ou une troisième place, j'ai un doute, en championnat, sachant qu'ils étaient relégables quand même en octobre. Le style de jeu a complètement changé. En fait, ce qui est important de dire, c'est que il s'adapte surtout à son effectif. C'est pas un mec dogmatique. Bien sûr, il a eu plein de coachs. On a parlé justement de son temps avec Pep Guardiola au Bayern. C'est un entraîneur moderne, mais plus dans le sens, il s'adapte très facilement à ce qu'on lui dispose. On parlera après des joueurs qui sont partis, notamment Diaby, où il a dû complètement changer son dispositif. Mais ça reste de la possession, ou ça reste aussi de la contre-attaque. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il arrive à avoir plusieurs plans de jeu pendant un match. Et surtout, il adapte par rapport aux effectifs. Son plan de jeu au mois de mai face à la Roma, il s'est un peu cassé la gueule face à Mourinho, il en est beaucoup plein. Et là, peut-être qu'il a perdu un peu de classe quand il s'est plaint aux médias. Mais en même temps, Mourinho, il peut être frustrant. Mais à l'inverse, aujourd'hui, son style de jeu est pas radicalement différent, mais très différent de ce qu'on pouvait voir au mois de mai. Et c'est là la classe du grand mec, c'est qu'il arrive à faire encore mieux avec un effectif qui a beaucoup changé. Ouais, et puis t'as raison, Jules, mais en fait, tout le monde a dû s'adapter avec l'évolution du foot, la verticalité. Qui a forcé cette adaptation, c'est un autre débat. Mais on sait que maintenant, on dit souvent qu'il y a deux systèmes. Il y a le système en phase offensive et le système en phase défensive. Et c'est quelque chose que Xabi Alonso, il pratique beaucoup avec son Bayern. Du coup, on serait sur un 5-2-2-1 en phase défensive.
qui évoluerait en 3-4-2-1. On parlera des joueurs après, mais du coup sur les phases offensives, il y a vraiment une prise de risque qui est sur les plans larges troublante visuellement, où on voit les 3 défenseurs centraux qui sont parfois à 40 mètres du but adverse, donc qui derrière eux laissent qui laisse l'équivalent de 70 mètres jusqu'au gardien, et qui oblige les joueurs à une débauche d'énergie assez folle et un pressing de tous les instants, parce qu'il faut évidemment protéger ces espaces, et le seul moyen de le protéger, c'est évidemment d'être ultra agressif à la perte du ballon et de se replacer sur des temps de possession plus longs chez l'adversaire, parce qu'ils n'ont évidemment pas le ballon 90% du temps. On a beaucoup dit sur Xabi Alonso, on vous encourage à aller suivre le thread de Samuel, à lire l'article de Tom dans la causerie. Il y a plein de choses. Moi, j'ai lu un super article aussi sur SoFoot qui parle de Xabi Alonso. Si vous voulez développer ça, nous, on va s'intéresser rapidement, avant de passer à la suite, à l'équipe. Avant de parler de l'équipe qui est en place et de décrypter un peu les lignes, etc., on va parler, les gars, des mouvements mercato qu'il y a eu cet été, parce que mine de rien, ça a été un peu chamboulé. Tom, tu le disais, il a dû changer ou c'est peut-être Alex, qu'il a dû changer son système avec le départ de Diaby. Qu'est-ce qu'il y a eu comme move majeur au Bayern cet été? Écoute, je pense que le move, parce que c'est la surprise de ce début de saison, je sais qu'on avait fait un épisode sur l'Union Saint-Gilloise l'année dernière, et on avait abordé ce petit attaquant nigérian qui s'appelle Victor Boniface, qui a 22 ans, qui a été transféré pour une vingtaine de millions d'euros. Je dis petit attaquant, mais faut voir le bonhomme, quoi. On parle d'un mec quand même bien puissant. C'est un profil assez complet, et il vient du coup s'intégrer parfaitement dans le style de jeu de Xabi Alonso. Il est assez étonnant parce qu'il n'a pas le style de jeu de son physique. Moi, je l'ai vu au stade et en fait, il est beaucoup plus technique qu'il n'y paraît, et c'est beaucoup moins un gros tracteur qu'il n'y paraît. Et ce qui est marrant, c'est qu'il était à moitié pris au sérieux par les supporters de l'Union, moi, quand j'y étais. C'était pas leur star en attaque. Et il se foutait un peu de sa gueule parce que c'est un mec un peu comme Lukaku qui peut te rater un face-à-face seul face au but vide, et par contre te faire un roulette retourné sur l'action d'après, quoi. Ah ouais, ok, dur à suivre, quoi. Donc il y a l'arrivée de Victor Boniface. On a quoi d'autre comme arrivée au club cet été? Je notais quand même l'arrivée presque pas chère de Grimaldo, qui est quand même l'un des meilleurs latéraux depuis quelques années, et qui stagne à Benfica. Je n'ai pas de problème avec Benfica, mais en fait, il était tellement appelé à faire de grandes choses qu'à 27 ans, il était peut-être temps effectivement d'essayer autre chose. Donc Grimaldo arrive sur le côté gauche, et Granit Xhaka, après une merveilleuse saison avec Arsenal, choisit de partir un peu comme Zizou en haut de la pyramide. Après presque 5 ans d'insultes aux Emirates. Donc il s'est dit c'est peut-être le moment de rentrer en Allemagne. Tu sais quoi, j'ai redécouvert qu'il y avait un pied droit, Xhaka. Je le voyais pas beaucoup à Arsenal. Finalement il tire de partout, il est génial. Donc ça, c'est les principales arrivées. On peut penser aussi à Nathan Tella, qui arrivait de Southampton, qui est un peu moins connu, mais qui remplace un peu mieux Moussa Diaby, qui est le gros départ de cet été. Et Jonas Hofmann, qui est l'un des grands artisans justement de ce début de saison, qui a une valeur sûre de la Bundesliga, qui a un style très différent, et ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure sur l'adaptation du jeu, style très différent de Diaby sur le côté droit, et qui est tout aussi merveilleux. Je crois qu'il est beaucoup plus intérieur, Hoffman, et qui prend beaucoup plus la balle dans les pieds, beaucoup moins la profondeur. Justement, pour voir un petit peu comment ça s'organise, cette équipe de cette année, parce que finalement, avec le départ majeur de Diaby, etc., ils ont bien réussi à compenser, parce qu'ils font un super début de saison. Est-ce qu'on peut prendre un peu ligne par ligne rapidement, les gars, pour voir un peu ce que peut être la compo type? On commence par toi, Tom. C'est toujours le Finlandais Radicki dans les buts. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Et c'est un peu comme au Black, c'est qu'il y a eu une très mauvaise année l'année dernière, et qu'il ne sait toujours pas utiliser ses pieds, qui n'est pas forcément idéal pour Lonzo, qui veut redévelopper un truc vraiment qui part de derrière, etc. Mais je pense que maintenant, il priorise plus des défenseurs qui savent vraiment bien le faire avec les pieds. Et bon, le goal, il doit juste le mettre chez eux. Le truc, c'est qu'il est un peu passoire en plus. Donc, s'il ne sait pas utiliser ses pieds ni ses mains, ça ne sert pas à grand-chose. Ça reste le capitaine. Ça fait plus ou moins 10 ans qu'il est là. On ne peut pas trop le critiquer, mais bon, ce n'est pas forcément le meilleur élément de cette équipe-là. Il a fait des bonnes saisons. Hein. Il est en grosse perte de vitesse, mais il a fait des bonnes saisons.
Mais ce que je reviens à Oblak, c'est qu'il y a eu des bonnes et des moins bonnes. Aujourd'hui, Oblak revient au mieux. Oblak était Radicki sur une autre planète que Radicki. Ouais, quand même, j'allais dire, Complètement. Oblak, il y a eu des Complètement. saisons exceptionnelles et des saisons normales, quoi. Parce que Oblak, moi je pense qu'il y a des saisons où il est meilleur gardien du monde. Hein. Mais large. Bah, l'année où ils vont en finale de Ligue des Champions contre le Real et tout, il est monstrueux. En bref, c'est pas le sujet. Allons-y justement sur ces défenseurs qui savent jouer au ballon, Tom. Moi, l'un de mes chouchous, il est actuellement blessé, c'est Piero Hincapié, que j'avais beaucoup présenté avant le mondial pour l'Équateur, mais il est actuellement une blessure au pied. Il y a l'éternel Jonathan Tah, on ne sait pas toujours pourquoi il est toujours là, mais il est toujours aussi essentiel et très très bon de la tête. Par contre, les deux éléments essentiels à l'arrière dans le sort de système à 3, c'est Tapsoba et Kusunu, qui sont tous les deux brillants avec les pieds et qui savent parfaitement se placer et courent très très vite. On parlait justement de leur distance avec les buts de Radicki, ils savent très bien revenir. En revanche, la grande force, j'en parlais de Grimaldo, mais c'est surtout l'autre star de l'équipe, c'est Jeremy Frimpong, le néerlandais qui fait à peu près 1m10, mais par contre c'est 4000 mètres de talent. Franchement, c'est probablement l'homme le plus en forme de ce début de saison de Leverkusen. Il y a un peu de débat avec d'autres joueurs, mais c'est franchement un joueur merveilleux. En revanche, la sélection ne veut toujours pas le sélectionner parce qu'il a refusé de jouer l'Euro U21 en juin, et donc la fédération veut le sanctionner. Il n'est pas sélectionné cette fois-ci. C'est un choix très fort parce que Frimpong, c'est quand même un sacré joueur et qui est bien meilleur que Dumfries défensivement. Mais voilà, on en est là, mais c'est le joueur à suivre côté droit. À noter que on va voir aussi l'adaptabilité et la force de Xabi Alonso en janvier, parce que je sais pas si le Burkina et j'ai pas suivi si le Burkina et la Côte d'Ivoire sont qualifiés pour la CAN, mais s'ils perdent Tapsoba et Kusunu derrière, ça va être dur de tenir le mois de janvier. À fact-checker, j'ai pas regardé si les Burkinabés et les Ivoiriens étaient qualifiés. Tu nous parles un peu du milieu et de la défense, Alex? Du milieu de l'attaque, pardon? Ouais, du coup, on a Xhaka arrivé d'Arsenal, on en a parlé tout à l'heure, juste remettre une petite couche et se rendre compte aussi depuis son départ. Alors je suis d'accord, hein, il y a eu des saisons qui étaient très compliquées, il y a eu une attitude avec le public qu'on comprenait pas trop à plusieurs moments, des pétages de plomb, des rouges, tout ça. Mais quand Arteta a réussi à le prendre dans le sens du poil et à vraiment en faire un milieu de terrain sérieux, on s'est quand même rendu compte de l'équilibre que ce mec-là pouvait apporter à une équipe. Et je pense que c'est bien le genre de profil qui plaît à Xabi Alonso et qui va réussir à sublimer et à encadrer le collectif. Palacios à côté de lui, que je vous avoue ne pas connaître sur le bout des doigts, mais qui est au club depuis 2019, qui est le genre de profil qui fait ses 30 matchs dans la saison, qui va marquer 3-4 buts, qui a une lecture du jeu qui est bonne, qui est évidemment champion du monde, mais que si je dis pas de bêtises, on n'a pas trop vu avec l'Argentine. Mais c'est un profil, pour le coup, Palacios, moi je le connais un peu parce que je l'ai vu pas mal jouer à une époque. C'est un profil extrêmement argentin. Hein. On est sur du petit nerveux très complet, très hybride, parce que grosse récupération. Ceux qui ont vu le début du championnat en France, il a un petit côté Ugarte un peu. En peut-être moins récupérateur, plus constructeur, mais c'est un peu ce délire-là. Devant du coup on attaque le très très lourd, la star de l'équipe et qui est promis à un avenir absolument brillant. En fait ça me fait chier parce que je me dis, si on avait fait une émission sur le Bayern à l'époque où il y avait Havertz, j'aurais dit exactement la même chose, et maintenant je suis en train de me demander si Havertz, s'il est pas bloqué dans un espace-temps où il y a eu son but en finale de Ligue des Champions et puis après plus rien. Et en même temps, Alex, t'imagines, après tout ce qu'on a dit sur la ville de Leverkusen, c'est-à-dire que les mecs, ils grandissent à Leverkusen, quand ils sortent dans le vrai monde, ils sont complètement déboussolés. Attends, c'est quoi cette ville? Mais c'est Londres, Kai. Wow, putain. Il y a des lumières après 22h. Bon, du coup, évidemment, je veux parler de Wirtz, qui est un milieu offensif, qui est en fait, pour moi, la définition du 10 moderne, c'est-à-dire un énorme volume de jeu, une disponibilité permanente. Je crois qu'il fait des trucs genre du 12 km/5 par match. Il a une lecture de l'instant qui est assez exceptionnelle. Il s'est fait une rupture des ligaments croisés l'année
l'année dernière, on a tous un peu flippé, mais finalement, il est revenu à un super niveau sur la fin de la saison. Et c'est vraiment le mec qui donne du temps aux autres, qui crée des espaces, qui est... peut-être que vous avez envie de rajouter quelques mots sur ce gosse, hein, je crois qu'il a 20 ans, 22, ouais, c'est ça, 20 ans, et qui est assez exceptionnel. Je le trouve presque 10 à l'ancienne, en fait. Il est hyper technique, il bouge beaucoup, il presse aussi pas mal, donc peut-être un peu moins 10 à l'ancienne, mais c'est pas forcément le sorte de Bruyne, tu vois, qu'on voit beaucoup aujourd'hui, le 8 qui est reculé, mais qui fait plein de passes, etc. Mais c'est un joueur qu'on adore tous, que Asgard, qu'on salue à nouveau, adore aussi. Et voilà, c'est bien de le revoir à ce niveau-là, parce que c'est vrai que les croisés comme ça, à un très jeune âge, on a eu très peur. C'était la sorte de phare de la Mannschaft, et en fait c'est peut-être pour ça qu'ils sont allés chercher Musiala, même si techniquement c'est pas un transfert, mais entre guillemets ils sont allés le voler à l'Angleterre pour le remplacer Wirtz au moment de sa blessure. Donc voilà, il y a une sorte de... Je me dis que pour l'Euro, un Musiala Wirtz devant pour l'Allemagne, ça peut peut-être sauver les meubles. D'autant que Wirtz, je pense que c'est notamment son style de 10 à l'ancienne qui fait qu'il n'a pas été si impacté que ça, entre guillemets, par les croisés. C'est-à-dire par rapport à un joueur comme Fekir à l'ancienne, qui était très dans les impulsions et les départs arrêtés, etc. Wirtz, c'est un joueur plus élégant, presque un faux lent, qui est tout le temps en mouvement, et c'est peut-être pour ça que les croisés lui ont fait peut-être moins de mal. En tout cas, on croise les doigts que ce joueur continue à nous régaler. Tu termines, Alex, sur l'équipe? Ouais, je finis rapidos. Donc à côté de lui, en meneur offensif un peu plus intérieur, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est Hoffmann qui arrive de Gladbach, qui était à Dortmund avant. Alors Hoffmann, moi c'est vraiment le profil, j'attends de voir, parce que il avait été annoncé comme un gros prospect avec un avenir assez positif quand il était à Dortmund. Il a eu du mal à confirmer. À Gladbach, il a joué quand même beaucoup plus et il a fait pas mal de matchs intéressants. À voir l'utilisation qui en sera faite. Et devant, Boniface, on va pas en reparler encore une fois, surtout que tu nous as dit l'avoir vu jouer. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et simplement, sur le banc, on peut parler de Olzek, le Tchèque, parce que bon, le banc, c'est peut-être aussi la limite du Bayern. On verra ça sur la fin, sur les projections, mais il n'y a pas un banc non plus monstrueux si on compare avec le Bayern évidemment, mais qui du coup a un milieu de terrain qui a un profil assez intéressant et qui est annoncé comme un futur bon joueur. Ouais, c'est un peu Olzek, c'est un peu le Szoboszlai du pauvre. Euh, bon les gars, on a fait le tour de cette équipe-là. Euh, ouais, c'était un peu violent. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça d'ailleurs. C'était pas très sympa. Non, c'était pas très sympathique. Et c'est vrai que comme le précise Tom, j'ai envie de te dire pour le Mans, Amin Adli, c'est pas non plus de la merde. Non, c'est vrai. Du coup, les gars, on a fini avec l'équipe. Avant de conclure, on va faire la petite chronique de Tom, qui est dans les 6 chroniques qu'on vous proposera, qui est un peu la chronique TéléZ, où Tom va nous parler du match qu'il faut absolument pas rater. Donc, je te laisse avec ta petite chronique TéléZ, Tom. Après une trêve internationale qui arrive, bien évidemment, toujours au bon moment, l'Allemagne pourra retrouver le sourire après une belle trêve qui s'annonce évidemment encore compliquée pour la Mannschaft. On pense évidemment à nos petits bleus. Et à raison, le champion en titre se frotte à l'équipe en forme dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. Bayern versus Bayern, un clash au sommet. La bière, les Lederhauser, l'ambiance à l'Allianz Arena et évidemment les cris de Jean-Charles Sabatier. Tout sera là. Alors à quoi s'attendre ? Un match ouvert, une victoire écrasante de Haaland au Bowl et une voie complètement ouverte pour aller chercher le titre, ou plutôt un nouveau non-match du Challenger et une promenade de santé pour les Munichois. On peut évidemment lire et annoncer que c'est le clash de début de saison, celui qui sera forcément déterminant pour le titre. Tu sais, le titre que Dortmund a gagné l'année dernière, et puis les nombreux titres de Leverkusen à travers les années, quand ils étaient les meilleures équipes de la saison. Ah, par contre, attends, t'en souviens pas de cela ? Ah oui, non, c'est vrai, en Allemagne, ça se passe rarement comme prévu. C'est justement peut-être complètement l'inverse. Le football, c'est un sport avec 22 hommes qui courent et à la fin, c'est les Allemands qui gagnent, disait Gary Lineker. En Bundes, c'est le Bayern. C'est une opposition de style avec un Bayern qui cherche encore un peu et qui n'a pas remplacé Gravenberch ou Pavard. Bon, après Pavard, bon, voilà. Malgré la visite médicale de Palhinha. Mathys Tel et Harry Kane sont les héros de fin de match, mais ça respire pas fort la confiance. La grosse tête, c'est les visiteurs qui l'ont. Le talent sera là, les Wirtz, Frimpong, Musiala et Davies.
La pression du résultat aussi, avec Tourelle qui se plaint déjà dans la presse d'un effectif limité. Leverkusen n'a pas gagné à Munich depuis novembre 2019. Ce sera l'occasion parfaite. Alors forcément, le 15 septembre 20h30, vous serez devant Bein pour profiter du Top Spiel. Un petit prono, les gars? Ah, moi j'attends la victoire. En fait, le Bayern de Tuchel me convainc pas du tout depuis qu'il est arrivé, et c'est vrai que je mettrais une petite pièce sur le Bayern quand même. Moi, je vais être moins romantique qu'Alex parce que, comme tu l'as dit en début de chronique, malheureusement, en Allemagne, t'espères toujours et ça se passe jamais. Moi, j'ai peur qu'il y ait une vilaine victoire froide du Bayern sur but sur corner là, de Choupeau ou du bon Matistel qui, en fait, Matistel, il avait décidé de plus trop jouer au foot et depuis que Thuram lui a dit tu joues plus, maintenant il veut jouer. Donc, moi, je vais dire un petit 2-1 pour le Bayern qui va être froid et chiant sous Tourelle. Bon les gars, pour finir, on va faire comme on le faisait un peu l'an dernier sur les ambitions raisonnables selon vous que doivent avoir le Bayern pour cette année. Comment vous voyez la saison, vous? Bah, déjà, je pense qu'ils doivent s'inquiéter parce qu'on fait une émission sur eux, donc forcément, bah, ça va se casser la gueule. Hein. Faut pas oublier qu'il y en a quelques-uns qui, en début de saison, les Burnley notamment, c'est un peu moins chaud que ça ne l'était quand on en a parlé en fin de saison dernière. Oui, comme Lille, Aston Villa, Newcastle. Tout ça pour dire que finalement, est-ce qu'ils vont pas faire un peu... ils vont peut-être faire un résultat à Munich dans 2 semaines et après se casser la gueule sur la fin. Je pense que le fait d'avoir maintenant un vrai numéro 9 avec Harry Kane qui peut-être doit s'adapter encore un petit peu au championnat, où il y a peut-être un peu moins de flexibilité pour lui de tourner autour des joueurs. Ça va prendre un peu de temps, mais je pense qu'ils vont pouvoir aller chercher le titre à nouveau, que je pense sur le papier sont meilleurs que l'année dernière. Donc je crois plutôt à une très belle 2e ou 3e place en compétition avec un Leipzig qui m'a l'air plutôt en grande forme, même si c'était effectivement le premier top spiel de la saison entre les deux et que le Bayern l'a merveilleusement remporté 3-2 en fin de match. Alex? Ouais, bon, je ne vais pas beaucoup différer. Alors, c'est dur d'avoir un avis après 4 journées sur ce qui va se passer à la fin de la saison. Mais bon, bah, il n'y a pas de raison que le Bayern n'aille pas chercher le 12e titre consécutif. Truc de bourrin, quoi. Dortmund, même si c'est la crise en ce moment, bon, il y a quand même, ils ont failli être champions l'année dernière. Alors c'est vrai que c'est dur de se remettre après une telle contre-performance. Leipzig, c'est très costaud avec notamment Xavi Simons qui nous enchante, Openda qui est pas encore hyper bien intégré dans le collectif, donc ça peut que progresser. Écoute, s'ils font 3e derrière Leipzig et le Bayern, il n'y aura pas de honte à ça. Hein. L'essentiel pour eux, c'est qu'ils continuent. Ce qu'on peut leur souhaiter, effectivement, c'est une petite ligne en plus au palmarès, tu vois, d'aller chercher une Coupe d'Allemagne, faire bonne figure en Europe et se requalifier pour l'Europe, et ce sera déjà pas mal. Tom, je crois que tu avais recueilli aussi auprès d'Asgard un petit prono sur les ambitions de la saison. Top 2 minimum, je pense. Ce qui m'inquiète un petit peu avec cette équipe, c'est le fait que ce contre-pressing fort sur la saison, physiquement, ce soit compliqué avec l'enchaînement des matchs et qu'ils n'arrivent plus à le tenir. Et vu que c'est une partie du jeu très importante de Leverkusen, j'ai peur qu'à un moment, ce soit plus compliqué. Donc à voir comment Xabi Alonso va réussir à faire tourner son effectif avec les matchs de coupe, avec les matchs de Ligue Europa et de championnat, pour faire en sorte qu'on ait toujours ce contre-pressing assez important. On voit déjà dans les matchs contre Leipzig, ils l'ont tenu 30 minutes. Après, c'était un peu plus compliqué. Contre Gladbach, c'était le cas aussi. Alors, ils l'ont tenu plus longtemps, pendant 1 heure de jeu, mais après, Gladbach avait complètement la possession de balle et Leverkusen était plutôt en mode gestion, tenir le score 3-0, ce qu'ils ont réussi à faire très bien. Mais voilà, sur le long terme, j'ai peur un petit peu que ce jeu très physique, ce gros pressing pêche physiquement pour les joueurs. Mais on a quand même des joueurs qui sont relativement peu blessés, même si Wirtz s'était fait une grosse déchirure des ligaments croisés. Mais je pense que l'infirmerie, contrairement par exemple à un Dortmund, on a constamment des joueurs blessés, est plutôt bonne du côté de... la gestion physique est plutôt bonne du côté de Leverkusen. Et puis moi, en vrai, je vais pas beaucoup différer de vous, mais je vais même être un peu plus pessimiste. Moi, je crois qu'une 3e place en Bundes serait vraiment une très bonne saison pour eux. Parce que vous avez parlé de Leipzig, Dortmund, il y a aussi l'Union hein, qui s'est qualifié en Ligue des Champions l'an dernier.
T'as Gladbach qui est toujours un peu là, t'as Wolfsburg qui a fait un recrutement ambitieux. Donc moi je pense que l'effectif du Bayern, je le vois un peu léger pour aller faire chier déjà les 3 devant. Donc s'ils finissent sur le podium, ce sera vraiment top pour eux. Donc on leur souhaite, mais moi c'est comme ça que je le vois. Et vu que je viens de dire ça, il y a une chance sur 2 qu'ils gagnent le championnat. Bon les gars, on a fini pour cette première qui était un petit peu longue, mais on avait plein de choses à dire. On vous remercie à tous de nous écouter et de nous suivre pour cette 3e saison de Poteau Carré. On a hâte de s'intéresser encore à d'autres clubs qu'on ne connaît même pas encore, parce qu'il y en a qui vont émerger pendant la saison et nous surprendre, et on va s'y intéresser pour vous en parler. D'ici là, on le répète, c'est super important pour nous. N'hésitez pas à partager nos contenus sur les réseaux. On essaye de se développer de plus en plus en termes de communication. On a besoin de vous pour ça. Donc ne serait-ce qu'un like, un petit partage, une petite story sur Insta, ça nous fait énormément de bien. Je le répète aussi, notre campagne Tipeee est toujours en cours. Si vous avez marre d'entendre ma voix grésillante sur un son dégueulasse, donnez-moi de la thune, qu'on s'achète des micros un peu mieux. Et comme ça, on pourra vous proposer des contenus encore plus cool à écouter. En tout cas, merci à tous et on se voit dans 15 jours pour un nouveau sujet.